Bonjour, je vous propose aujourd'hui le sixième chapitre du cours Politique et société dans la France du Consulat et de l'Empire. Il est consacré à la vie des campagnes sous le Consulat et l'Empire. La France est, sous l'Empire, un pays essentiellement rural, puisque 80% de sa population habite à la campagne et 75% des Français travaillent majoritairement la terre. Ils sont donc paysans, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que parmi le quart restant, dont une partie vit dans les villes, il n'y ait pas des paysans également, puisque un grand nombre de citadins et aussi de ruraux qui vivent dans les villages, mais qui ne sont pas à proprement parler paysans, peuvent travailler la terre. Donc le travail de la terre est omniprésent dans la société de l'époque du Consulat et de l'Empire. Cette société, elle a été forcément marquée par les années de la Révolution, par les réformes engagées par la Révolution, en particulier par la fin des privilèges et donc la fin du statut seigneurial, féodal qui prévalait avant 1789. Nous verrons donc comment cette société évolue avec une certaine lenteur, mais aussi comment finalement la vie des campagnes a été marquée par le développement des guerres à l'époque du Consulat et de l'Empire, qui a naturellement des conséquences aussi sur les paysans. Je commencerai par évoquer dans une première partie le monde paysan lui-même, et dans un premier point, la diversité de ce monde paysan. J'ai parlé de 75% de Français travaillant la terre, mais ils ne la travaillent pas de la même façon, ou en tout cas pas selon les mêmes modes juridiques à travers la France en particulier. Il y a d'abord ce que l'on appelle les propriétaires cultivateurs. Ce sont des paysans qui travaillent la terre qu'ils possèdent. Ils représentent une minorité dans le monde paysan. Il y a ensuite les fermiers et les métayers. Les fermiers et les métayers travaillent la terre qui appartient à un propriétaire, les fermiers devant un loyer à ce propriétaire, les métayers partageant avec le propriétaire les ressources liées au travail agricole, et en particulier les récoltes, mais aussi ce qui peut provenir de l'élevage. Mais il y a aussi dans le monde paysan tout un ensemble de journaliers, brassiers, c'est-à-dire des paysans qui travaillent la terre chez d'autres, qui n'ont pas leur propre exploitation. Ils peuvent être journaliers, c'est-à-dire souvent s'employant à la journée, notamment au moment des grands travaux, des récoltes. Ils peuvent être brassiers, c'est également un terme que l'on utilise, qui a à peu près le même sens. Certains sont domestiques à l'année, c'est-à-dire employés de manière durable dans des exploitations, qui peuvent être soit des exploitations tenues par des propriétaires, soit par des fermiers. Il y a donc une diversité juridique, même si l'ensemble de ces paysans, finalement, vivent au même rythme, avec parfois des modes de vie un peu différents entre le riche agriculteur du bassin parisien et l'ouvrier agricole des Alpes, par exemple. Il peut y avoir des différences de conditions, mais fondamentalement, ils appartiennent au même monde et vivent au même rythme. Et il y a une autre particularité qui les caractérise, les paysans de l'époque du Consulat et de l'Empire, c'est le fait que la plupart d'entre eux sont propriétaires au moins d'un lopin de terre. En effet, évidemment, les propriétaires cultivateurs le sont, mais un grand nombre de fermiers, de métayers, même de journaliers, sont aussi de petits propriétaires, mais trop petits propriétaires pour pouvoir assumer, vivre du produit de ces propriétés. D'où vient cette propriété? C'est essentiellement le fruit des partages qui ont eu lieu à l'époque de la Révolution française, et notamment de la vente des biens nationaux, biens d'église, dits de première origine, ou biens de la noblesse. Cela représente en tout près de 10% de la surface totale du pays, qui a été acquise en grande partie par la bourgeoisie, puisqu'on estime que la bourgeoisie a acquis à peu près les trois quarts de ces terres, mais un quart de ces terres a été acquis par des paysans qui parfois achètent à peine un hectare, parfois moins d'un hectare, de toutes petites parcelles. Soit ils les ont acquis au moment de la Révolution, soit par la suite. Ce sont donc des acquisitions de seconde main, mais qui contribuent finalement à forger un groupe de petits propriétaires
Petits propriétaires, combien sont-ils? On estime à cette époque que 2 Français sur 10 sont propriétaires. Si vous considérez que la taille moyenne d'une famille, c'est de 5 personnes, ça veut dire que quasiment toutes les familles sont propriétaires ou à peu de choses près. Mais petite propriété aussi, puisque la plupart de ces familles payent un impôt foncier, l'impôt sur la terre, qui est inférieur à 20 francs. La possession de la terre a pu aussi passer par le partage des biens communaux, qui est lui aussi lié à la Révolution française, qui s'est développé, les biens communaux, des biens donc, qui appartiennent à la communauté, c'est à peu près là aussi 10% de l'ensemble de la surface nationale, avec, il est vrai, beaucoup de bois et de forêts. On s'est mis à les partager à l'époque de la Révolution, considérant qu'il fallait développer l'agriculture en donc, mettant en culture une partie de ces biens. Mais cela a suscité un certain nombre de résistances parce que le partage se faisait en fonction de la propriété dont chacun était déjà dépositaire. Autrement dit, les plus gros propriétaires terriens dans un village en bénéficiaient, alors que les plus pauvres n'y avaient quasiment pas droit, alors que ces terres communales, souvent, leur étaient utiles pour aller faire paître leurs petits troupeaux, pour ramasser du bois, voire pour mettre en culture un certain nombre de ces champs qui avaient été laissés à disposition de tel ou tel paysan pauvre. Si bien que devant les tensions que suscitent ces partages, Bonaparte, au début du consulat, va décider d'y mettre un terme, et donc les communes, les villages vont pouvoir réorganiser l'utilisation de ces terres communales, donc pour l'ensemble de la communauté villageoise. Une paysannerie donc, qui sort de la Révolution française avec de nouveaux droits, c'est la fin de la féodalité. Les seigneurs n'ont plus aucune prise sur les paysans en principe, même si l'on sait que dans bien des cas, ceux qui travaillent pour des riches propriétaires terriens, anciens seigneurs ayant conservé leurs propriétés ou bourgeois les ayant acquis à l'époque de la Révolution, restent finalement des tutelles assez fortes et la sujétion à leur égard est encore réelle malgré la conquête des droits de l'époque révolutionnaire. La Révolution, c'est aussi une pression fiscale qui s'est allégée avec la disparition des impôts d'Ancien Régime, mais aussi la disparition de la dîme, qui est aussi une des conquêtes de l'époque. D'autant plus que, on va le revoir, la période, en particulier la période 1800-1810, est une période relativement favorable pour l'agriculture, avec un essor des productions et finalement une augmentation des revenus pour une partie au moins des paysans. J'en viens précisément, dans un second temps, à la lente évolution des modes de production. Il n'y a pas de révolution en matière agricole dans la France du début du 19e siècle, comme on a pu en percevoir une, par exemple, en Angleterre, entre la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle. Il y a des évolutions précisément sur le modèle anglais, mais fondamentalement l'agriculture française, dont j'ai dit qu'elle se développait entre 1800 et 1810, cette agriculture est fondée sur la polyculture qui est présente à peu près partout, c'est-à-dire qu'on cultive à la fois des céréales qui est la culture dominante, principalement le froment au nord de la France, davantage le sarrasin, ou l'orge au sud, et notamment dans les régions montagneuses. Mais on pratique aussi l'élevage qui est lié à la fois à la demande en viande, on va y revenir, mais aussi aux besoins de traction pour l'agriculture, également pour enrichir les terres, puisque l'essentiel de l'enrichissement des terres se fait par les déjections produites par les animaux. Donc il y a un élevage qui est relativement important, mais qui, au vu de la faible consommation de viande des Français de l'époque, n'est pas aussi important proportionnellement qu'aujourd'hui, naturellement. Et puis, il y a des productions qui sont également importantes en complément de nourriture. On a encouragé le développement de la culture de la pomme de terre, en particulier dans l'Ouest, la culture du maïs, qui commence à se développer notamment dans le Sud-Ouest, dans la région toulousaine,
Et on s'appuie toujours sur ce que l'on appelle l'arbre, le châtaignier, qui produit donc dans les terres de Castagnides, notamment les terres montagneuses du Massif central par exemple, mais aussi de la Corse, qui produit un fruit qui est un complément essentiel pour l'alimentation des Français et qui a permis en particulier d'éviter de nombreuses disettes. Donc je le disais, des modes de production qui sont assez classiques, des modes de faire valoir aussi, des modes de culture aussi, puisque dans la plupart des régions, on continue à pratiquer un assolement triennal, voire biennal dans les régions les plus pauvres, notamment les régions de montagne. Biennal, donc on fait reposer la terre une année sur deux. Triennale, elle repose une année sur trois. Pourtant, des évolutions se manifestent, particulièrement dans le nord de la France, la Normandie, la Picardie, le bassin parisien également, où les rotations sont plus nombreuses, les sols, c'est-à-dire les fractions de terre consacrées à chaque culture, sont plus réparties, plus divisées, ce qui va permettre d'introduire dans ce cycle des cultures des plantes, notamment des plantes fourragères, mais aussi des plantes qui revitalisent le sol, qui permet de laisser le sol se reposer moins souvent, ce qui évidemment va accroître les rendements des cultures que l'on y fait, en particulier la culture du froment, dont le rendement dans le bassin parisien, par exemple, est 50% plus élevé que dans la moyenne de la France, 15 quintaux par hectare à l'époque, contre moins de 10 pour l'ensemble de la France. On va aussi mettre en place des prairies artificielles qui vont favoriser le développement d'un élevage intensif dans ces régions déjà citées, en particulier en Normandie et en Picardie, en lien avec les nouveaux besoins qui sont liés bien sûr à l'état de guerre quasi permanent qui concerne l'époque du consulat et de l'Empire. Il faut à la fois des chevaux pour la cavalerie, et pas seulement pour la cavalerie. Il faut aussi des bovins pour nourrir une armée qui va atteindre près de plus d'1 million d'hommes au début des années 1810. Et il y a une ration de viande importante qui est proposée à chaque soldat. Donc il faut la trouver, pas nécessairement uniquement en France, bien sûr. On se nourrit aussi sur les pays qui sont occupés, mais il y a un besoin pour nourrir l'armée. Et puis, il se trouve aussi que le développement des villes, l'amélioration aussi des conditions de vie des paysans vont conduire à une plus grande consommation de viande, y compris de la part des civils, ce qui explique le développement de l'élevage dans ces régions du nord de la France. Donc une évolution qui est lente, mais qui présage finalement les évolutions à venir au cours du XIXe siècle. Si les évolutions sont lentes en matière de production, elles le sont aussi dans ce que l'on pourrait appeler les modes de vie des paysans français. C'est ce que j'évoquerai dans un troisième temps en évoquant la vie quotidienne. La vie quotidienne des Français, hormis les nouvelles règles liées à la Révolution française, n'est pas très différente au début du XIXe siècle de ce qu'elle était à la fin du XVIIIe et de ce qu'elle sera même, je dirais, à la fin du XIXe siècle. Il n'y a pas de transformation radicale. Le monde paysan est fait d'hommes, de femmes et d'enfants, puisque beaucoup d'entre eux sont invités à participer aux travaux agricoles, sont rythmés par le temps de la journée, c'est-à-dire qu'on travaille de l'aube au coucher du soleil, dans des conditions souvent très difficiles, sans évidemment tenir compte des conditions climatiques. Bref, un travail qui est particulièrement dur, qui explique du reste que ces paysans, par la suite souvent appelés à aller à l'armée, supportent assez bien, par exemple, les charges de travail et surtout les communications, les transports à pied qu'ils doivent effectuer, les marches à pied qu'ils doivent effectuer, parfois sur des centaines, voire des milliers de kilomètres. Le rythme de la journée, c'est aussi celui de la semaine, celui des saisons, celui de l'année.
Autant dire que les paysans de la période consulaire utilisent assez peu le calendrier républicain, qui n'est guère populaire, qui n'a d'ailleurs jamais véritablement été admis, et ils continuent à vivre au rythme des saisons, au rythme des différents travaux agricoles, les récoltes en juillet, les vendanges en septembre, les semis plus tard. Bref, c'est une organisation qui n'a rien à voir avec le calendrier administratif qui avait été imposé par la Convention. Et c'est du reste une des raisons pour lesquelles Napoléon décide finalement de supprimer ce calendrier républicain au début de 1806. Les loisirs sont peu nombreux, à la veillée bien sûr, qui réunit un certain nombre éventuellement des membres de la famille, mais au-delà parfois des proches voisins, où l'on va discuter, échanger les nouvelles, en particulier échanger sur la situation militaire lorsque l'un ou l'autre des fils de famille est parti à la guerre. Les loisirs, c'est aussi la fréquentation des lieux de culte, et en particulier l'église le dimanche, mais aussi au moment des grandes fêtes qui jalonnent l'existence des Français, le baptême, la première communion, le mariage, voire l'enterrement. Car les fêtes finalement sont peu nombreuses, il y a des fêtes villageoises, il y a des fêtes religieuses, des fêtes nationales, on songe en particulier au 15 août, à la fois fête religieuse et fête nationale, et ces fêtes familiales que je viens d'évoquer. Ces fêtes qui peuvent être l'occasion de rencontres entre jeunes gens et jeunes filles, notamment lors des bals, qui, un peu partout à travers la France, sont restés une tradition forte contre laquelle, du reste, le clergé ne cesse de pester. Les loisirs, par ailleurs, ce peut être aussi la fréquentation des cafés. Il y en a dans la plupart des villages français, et lorsque les villageois sont à proximité, c'est une destination qu'ils peuvent aussi choisir. L'alimentation reste une alimentation, elle aussi, très traditionnelle, fondée sur la consommation de pain, qui tient une place essentielle dans le régime alimentaire des Français de l'époque. Et là encore, si on se projette à l'armée, on comprend mieux pourquoi le soldat ne supporte pas de ne pas disposer de pain, alors qu'il peut éventuellement, et même très facilement, se passer de viande. En effet, dans le régime alimentaire des paysans, la viande est très rare. En revanche, la soupe à base de légumes est un élément fondamental, et je le disais, un certain nombre de compléments, pommes de terre dans certaines régions, châtaignes dans d'autres, peuvent apporter donc un complément à ce régime. Ce régime donc qui évolue relativement peu pendant la période. Ce n'est véritablement qu'au cours du XIXe siècle qu'on verra l'introduction plus systématique de la viande dans ce régime alimentaire. Je voudrais passer maintenant dans une deuxième partie au rapport qu'entretiennent les campagnes et les villes, donc sous le titre Villes et campagnes, sous le Consulat et l'Empire. Un premier point qui va me préoccuper, ce sont les migrations saisonnières. On a évoqué dans le chapitre précédent consacré à la population le fait que la population française s'accroissait, mais s'accroissait moins que les pays voisins. Il n'empêche que cet accroissement de la population, en particulier dans certaines régions pauvres, pose des problèmes d'emploi. Dans certaines campagnes, il y a trop de bras, et donc pas suffisamment de travail pour employer tout le monde et permettre de nourrir tout le monde. Dans d'autres régions, au contraire, c'est davantage une pénurie de bras qui va se faire sentir, surtout lorsque la conscription enlève un nombre non négligeable de jeunes gens à l'emploi agricole. Pour ceux des régions pauvres, je pense en particulier aux régions de montagne, l'une des solutions, c'est la migration. Une migration qui, à l'époque, est une migration saisonnière, c'est-à-dire que les paysans, fils de paysans, vont quitter leur région pour quelques mois, et éventuellement y revenir soit à la morte saison
pour ceux qui travaillent, en particulier dans les métiers du bâtiment, qui travaillent le printemps et l'été, une partie de l'automne et qui reviennent en hiver, soit pour les récoltes, notamment donc à l'été. Alors le phénomène est un phénomène assez important puisqu'il concerne sans doute 130 à 150 000 personnes par an chaque année sous le Consulat et l'Empire. Rien que le Limousin, qui est une terre particulièrement concernée par ces mouvements migratoires, le Limousin envoie 9 000 de ses habitants chaque année hors de la région, essentiellement pour s'employer sur les chantiers des grandes villes, Paris, Lyon notamment. Ce sont les fameux maçons de la Creuse qui vont s'illustrer tout au long du XIXe siècle et qui, du reste, en rentrant dans leur région d'origine, vont y réintroduire les principes qu'ils ont pu voir à l'œuvre, principes révolutionnaires, et c'est ce qui expliquerait que le Limousin soit très tôt une terre rouge au cours du XIXe siècle. Donc un phénomène qui est un phénomène important, qui pose problème pour les autorités de l'époque. Alors bien sûr, le travail que fournissent ces ouvriers n'est pas négligeable, mais ils apparaissent aussi comme des fauteurs de troubles, parce que ce sont souvent des hommes pauvres, il peut y avoir aussi des femmes du reste, des hommes pauvres à la limite de la mendicité, considérés souvent comme des vagabonds. Ils vont d'une région à l'autre, ils sont donc extrêmement surveillés, et on aura l'occasion d'y revenir, mais au moment où la crise sévit en France, c'est-à-dire à partir de 1810, ils seront les principales cibles finalement des mesures de police qui visent à les extraire de la société pour les placer dans des dépôts dits de mendicité. Phénomène donc qui est loin d'être marginal et qui montre aussi les liens qui existent entre ces campagnes et les villes, des liens qui, à travers cet exode qui est un exode temporaire, sont des liens qui perdurent, puisque le paysan ne part pas définitivement des campagnes. Ce qui a un autre effet, c'est qu'il réinvestit le plus souvent les gains qu'il a obtenus lors de son travail en ville. Il les réinvestit en particulier dans l'achat de terres, contribuant à renforcer donc la petite propriété que j'évoquais en commençant. Mon second point sera consacré à l'industrie au champ. Là encore, pour la raison que je viens de dire, c'est-à-dire les campagnes sont pleines démographiquement, il y a à la fois un bassin d'emploi et un marché. Le marché pour vendre des produits manufacturés et un bassin d'emploi puisqu'il y a une main-d'œuvre disponible dans les campagnes, ce qu'ont très tôt compris un certain nombre de fabricants qui ont établi ce que l'on appelle le système de la fabrique. Le plus connu concerne la région lyonnaise, mais c'est un système qui fonctionne à peu près dans toutes les régions, la Normandie, la Franche-Comté, je pourrais en citer d'autres exemples. Donc c'est un système qui consiste à ce que des fabricants achètent la matière première, par exemple de la laine ou du coton, pour ensuite la fournir à des paysans qui travaillent à domicile, qui ont un métier à tisser par exemple à domicile, et qui vont rendre aux fabricants donc le produit fini. C'est un système qui a l'avantage de ne pas obliger le fabricant à construire une manufacture, par exemple. Autre avantage qu'en ont perçu ces fabricants, c'est que cela évite aussi le rapprochement des ouvriers les uns avec les autres. Et pour les ouvriers paysans, cela leur permet d'avoir un complément de revenus, car dans la plupart des cas, ils sont aussi paysans et continuent à travailler la terre. Ce système vaut essentiellement pour le textile, mais on le voit aussi, par exemple, pour la petite métallurgie, les cloutiers en particulier, pour la tannerie, où ce système existe également. Bref, c'est un système relativement développé et qui préfigure l'industrialisation à venir dans les campagnes et dans les villes. Parallèlement, commence aussi à se développer ce que l'on appelle la proto-industrialisation à travers l'établissement de manufactures dans des villages pour précisément bénéficier de la main-d'œuvre fournie par ces paysans
sans emploi ou sans suffisamment de terre pour pouvoir survivre. Ces exemples, là aussi, sont nombreux. On en voit fleurir en Normandie, dans les Ardennes, le nord de la France, dans la région parisienne. Je ne prendrai qu'un exemple, c'est celui du village de Jouy-en-Josas, où au milieu du XVIIIe siècle, l'entrepreneur Oberkampf installe une fabrique d'indiennes, donc pour fabriquer des toiles, et donc le village ne compte que 500 habitants. Il va s'appuyer d'abord sur les paysans de la région, et puis progressivement, le besoin de main-d'œuvre aidant, il attire des paysans des régions voisines, des localités voisines, qui vont s'agréger à Jouy-en-Josas, construire de petites maisons sur le modèle d'ailleurs des maisons d'ouvriers agricoles qui préexistaient, faisant de la petite commune, de ce village, finalement, une commune industrielle dès le début du XIXe siècle. C'est un exemple bien connu, puisque Napoléon lui-même va venir décorer Oberkampf de la Légion d'honneur, signe que l'entreprise est perçue comme une réussite en matière donc industrielle. Vous le voyez donc, se prépare aussi au cours de ces années, même s'il ne faut pas les isoler de ce qui se passe avant et de ce qui se passe après, une proto-industrialisation qui annonce la révolution industrielle à venir à partir notamment des années 1830. Je voudrais, dans un troisième temps de cette deuxième partie, évoquer les échanges commerciaux et financiers entre les villes. Ces échanges commerciaux et financiers, ils sont liés au fait d'abord qu'il n'y a pas de frontières, ou en tout cas que les échanges sont permanents entre ville et campagne. La limite des 2000 habitants agglomérés pour former une ville est assez théorique, puisque dans beaucoup de petites villes de province, voire à Paris, il y a des paysans qui travaillent la terre, qui cultivent des jardins, mais aussi des terres dans les environs. Donc l'étanchéité est loin d'être totale dans la France de l'époque. Mais bien entendu, il y a des différences de mode de vie entre ceux qui vivent à la campagne et ceux qui vivent en ville. Ces modes de vie donc différents et ces relations également différentes. Sur le plan financier, les échanges passent d'abord par l'acquisition d'un certain nombre de terres rurales par des représentants de la bourgeoisie urbaine. Je l'ai dit, pratiquement les 3/4 des biens nationaux ont été acquis par des bourgeois, mais ils continuent par la suite à se porter acquéreurs de biens qui sont mis en vente. Et donc il y a des liens, des relations qui vont se pérenniser pendant la période du consulat et de l'Empire, avec une figure qui joue un rôle essentiel, dont le statut est redéfini en 1803, c'est la figure du notaire, qui est une des pièces essentielles du monde rural, comme du monde urbain bien entendu, puisque c'est lui qui procède aux éventuels échanges, et de ce point de vue, c'est l'un des acteurs du Code civil, c'est l'un de ceux qui font vivre le Code civil, c'est le notaire qui est chargé de ces contrats de vente et d'achat qui caractérisent le mieux ces relations entre ville et campagne. Dans certains cas, le contrat peut porter sur un autre type d'échange. Je pense ici à la possibilité qui est offerte aux jeunes conscrits de s'acheter un remplaçant. 4% des Français, des conscrits de l'époque napoléonienne, ont procédé ainsi. Pour ne pas partir à la guerre, ils achètent un remplaçant. Ces 4% appartiennent pour l'essentiel à des familles de la bourgeoisie ou de l'élite du monde paysan. Cela passe par un contrat signé devant notaire et cela se concrétise donc par le paiement d'une somme d'argent qui peut aller de 4 à 12 000 francs, ça dépend des époques et de la loi de l'offre et de la demande. C'est une somme généralement non négligeable, mais il est vrai que celui qui part risque sa vie. Et avec une telle somme, le jeune homme, ou éventuellement ses héritiers, peuvent envisager l'achat d'une petite exploitation à la campagne, ce qui là aussi est un mode d'échange entre ville et campagne qui est tout à fait important. Et puis, on peut aussi rappeler que entre ville et campagne,
il y a des moyens de s'échanger des marchandises, des produits manufacturiers, des produits de la ferme. Ce sont les marchés et les foires qui renaissent véritablement au début du XIXe siècle. On en compte à peu près dans un tiers des communes, et les 2 tiers de ces communes sont des villages de moins de 2000 habitants, essentiellement placés au carrefour de routes, qui sont des lieux donc d'échange. Les citadins peuvent venir, enfin en tout cas ceux qui veulent se fournir en produits agricoles peuvent venir y trouver ce qu'ils recherchent. Inversement, des paysans peuvent ensuite aller vendre leur production dans la ville la plus proche. Donc ces échanges, là aussi, sont importants et viennent rappeler qu'il n'y a pas de frontières, il n'y a pas d'obstacles dans la relation entre ville et campagne à l'époque. Je reviens cependant au village et voudrais voir avec vous, dans une troisième partie, l'Empire au village, ou comment, au-delà des aspects que nous venons de voir, finalement, le village et la communauté villageoise fonctionnent. Mon premier point sera consacré à l'administration communale. Il y a en France, je me consacre ici à la France hexagonale, comme on dit, donc celle qui compte 30 millions d'habitants en 1810. Dans la France hexagonale, il y a 36 000 communes, et dans la plupart de ces communes, 80% de ces communes, sont des villages, c'est-à-dire des structures, des entités de moins de 2000 ou 2500 habitants, tout dépend le texte législatif que l'on retient. Pour l'époque, c'est plutôt 2500 qui forment la barre, puisque la loi de février 1800 prévoit que pour les villages de moins de 2500 habitants, il y aura comme partout ailleurs un maire, mais un seul adjoint, lui aussi nommé comme le maire par le préfet, et un conseil municipal de 10 membres. L'organisation se met en place au début du consulat avec une constatation que font plusieurs préfets, c'est la difficulté à trouver des maires dans un certain nombre de communes, soit parce que certains qui pourraient le devenir ne le souhaitent pas, parce que je pense par exemple dans les régions où il y a beaucoup de brigandage, ils ont peur d'être la cible de ces brigands. Il y a aussi une autre raison, c'est l'inculture d'un certain nombre des habitants du village, et ça se voit en particulier dans le sud de la France. Bref, cette difficulté à trouver des maires va conduire finalement parfois à s'appuyer sur le maire de la commune voisine, où le maire qui est choisi, lui, s'appuiera davantage sur le secrétaire de mairie. En fait, la situation varie selon les régions. On peut opposer une France du Nord et de l'Est, qui est une France plus alphabétisée, où la difficulté de trouver des maires n'existe pas. L'exemple de l'Artois, par exemple, est à ce propos significatif. On choisit comme maire des paysans assez aisés, qui pour beaucoup d'ailleurs remplissaient déjà ces fonctions sous l'Ancien Régime ou à l'époque de la Révolution. Le Sud et l'Ouest, en revanche, dont le niveau d'alphabétisation est plus faible, voient des situations plus complexes. L'autre raison qui explique aussi la difficulté à trouver des maires, c'est qu'on s'est privé, d'une certaine manière, des élites traditionnelles avec le départ en émigration de l'ancienne noblesse. Et pourtant, cette ancienne noblesse refait surface dès 1802, après l'amnistie accordée aux émigrés, et puis surtout lors du renouvellement des mairies en 1807-1808, où l'on voit arriver dans un certain nombre de mairies d'anciens nobles qui reprennent en quelque sorte leur statut de seigneur. Alors, c'est particulièrement vrai dans le sud, je pense au Vaucluse, à la région d'Avignon, aussi à la région toulousaine. Je donnerai ici un exemple, c'est celui de Joseph Villèle, qui est revenu de la Réunion, qui devient maire du village de Mourville, qui sera ensuite l'un des principaux acteurs de la vie politique sous la Restauration, puisqu'il sera à la tête du gouvernement entre 1822 et 1827. Dans d'autres cas, on fait appel à des bourgeois
de la ville voisine pour être maire d'un petit village où en général ils ont des propriétés. Le rôle du maire peut paraître un rôle sans utilité. En réalité, il est le représentant du préfet et il dispose d'un certain pouvoir, d'abord d'un pouvoir de police sur ses administrés. Et avec le conseil municipal, je l'ai dit, de 10 membres, qui ne sont pas forcément tous présents lors des réunions, il a à décider d'un certain nombre de travaux. Il doit gérer un budget qui est bien sûr placé sous le contrôle de l'administration préfectorale, mais qui lui permet d'engager des travaux d'urbanisme. En général, c'est plutôt lié à l'entretien des chemins, des ponts, des rives d'un cours d'eau s'il y en a un, de la construction d'un marché. Il doit aussi décider de l'éventuel emploi d'un instituteur. Bref, il y a toute une série de choix à prendre. Et puis bien sûr, l'organisation des fêtes, notamment des fêtes nationales, la fête du 15 août qui occupe chaque année au moins une séance du conseil municipal. Les maires, attendant bien entendu l'arrivée, la venue de Napoléon lors d'un des voyages officiels qu'il effectue à travers le pays, pas toujours avec un grand enthousiasme, parce que cela occasionne des dépenses qui n'étaient pas prévues dans le budget de la commune. Et la colère des maires est réelle lorsque Napoléon décide finalement de passer par un village voisin, alors que celui qui avait été sollicité a déjà tout mis en place, les arcs de triomphe, a mobilisé les paysans qui doivent rester l'arme au pied, si je puis dire, pendant plusieurs heures avant le passage du premier consul ou de l'empereur. S'il ne vient pas, les paysans en question ne sont pas contents. J'en viens à mon second point de cette troisième partie, le curé et l'instituteur. À côté du maire, il y a deux figures, deux personnages qui jouent un rôle central dans les communes rurales de la France napoléonienne. C'est d'abord le curé, ou dans certaines régions le pasteur, et l'instituteur. Le curé, je ne reviens pas ici sur la réorganisation concordataire, j'aurai sans doute l'occasion d'en dire un mot un peu plus tard. Le curé s'impose à nouveau donc comme le principal notable, en tout cas le principal lettré dans la société villageoise, mais non sans mal. La réorganisation concordataire a en effet prévu la création de 30 000 paroisses pour 36 000 communes, ce qui signifie que 6 000 communes n'auront pas, sinon d'églises en tout cas, de prêtres pour les organiser. Et à travers ces 30 000 curés, il y en a 3 000 qui sont considérés comme inamovibles et rémunérés par l'État. En général, ils sont les curés du chef-lieu de canton. Les 27 000 autres sont désignés comme des desservants et au départ devaient être salariés par les communautés villageoises. On s'est très rapidement rendu compte que les communes n'y étaient pas favorables et finalement l'État prend à sa charge leur traitement, 400 francs par an, qui peut être complété par la commune. La commune qui souvent a mis à disposition du prêtre le presbytère, pas toujours en très bon état, mais qui lui permet, avec souvent le jardin attenant, d'être isolé du reste de la société. Donc un clergé qui se réinstalle, qui reprend aussi, malgré ce que l'on a pu dire du détachement à l'égard des pratiques religieuses, notamment en matière de pratique des naissances, qui reprend une emprise réelle sur les fidèles, en particulier dans les gestes réguliers de la vie religieuse, notamment la messe du dimanche, mais aussi pour les fêtes traditionnelles. Il n'y a guère que 5% des enfants qui ne sont pas baptisés, par exemple, sous le consulat et l'Empire. Le prêtre est aussi une autorité qui peut enseigner dans les écoles presbytérales, qui fait le catéchisme aux enfants et qui a donc un rôle social aussi, puisque l'État lui demande d'encourager, par exemple, les jeunes gens à partir à l'armée. C'est lui aussi qui va faire chanter en faveur des victoires napoléoniennes. Bref, ce prêtre a un rôle social. Il a aussi un rôle qui peut être un rôle de conseiller.
Il lui arrive de pouvoir écrire des lettres pour les soldats illettrés qui veulent rester en relation avec leur famille et inversement. Il lui arrive même, dans certains cas, d'être secrétaire de mairie, ce qui là aussi montre que la coupure révolutionnaire est loin d'avoir été complète. À côté du curé, il faut dire un mot de l'instituteur. On connaît assez mal ces instituteurs du Premier Empire, mais une enquête de la fin du régime laisse entendre que à peu près 75 à 80% des communes, déjà, disposaient d'une école. Dans les communes rurales, la particularité, c'est que pour l'essentiel, ce sont des instituteurs laïcs qui font la classe. Les congrégations religieuses, j'avais évoqué précédemment notamment les frères des écoles chrétiennes, les congrégations religieuses sont essentiellement implantées en ville, en tout cas dans les bourgs. Donc à la campagne, dans les communes rurales, lorsqu'il y a une école, donc dans 3 cas sur 4, c'est un instituteur laïque, pas toujours facile à recruter, car on manque là aussi de vocation, et du reste on est parfois obligé d'embaucher un instituteur qui sait soit lire, soit écrire, pas forcément les deux en même temps, ce qui va poser évidemment des difficultés. Alors ces instituteurs sont au nombre à peu près de 30 000. Ils ont mauvaise presse et l'État va décider finalement de les placer sous le contrôle des évêques. J'en viens à un dernier point. La police des campagnes. Ces campagnes ne sont pas forcément sans poche de désordre. On a déjà évoqué le brigandage sévissant dans le sud de la France. Il y a un brigandage endémique. Il peut y avoir aussi des conflits locaux qui ont conduit à la réorganisation de ce qu'on pourrait appeler une police des campagnes, qui repose sur 2 piliers. Tout d'abord la gendarmerie. La gendarmerie, dont j'ai déjà dit qu'elle avait été réorganisée en 1798 et renforcée en 1801, placée sous la direction d'un inspecteur général de la gendarmerie qui est organisée en légion départementale et qui déploie ses forces dans des brigades qui en fait s'établissent généralement au chef-lieu de canton. Il y a dans la France napoléonienne à peu près une brigade pour 2 cantons, donc environ 11 000 gendarmes déployés sur l'ensemble du territoire, avec un brigadier et 5 gendarmes dans ces brigades. Alors ces gendarmes, ils assurent essentiellement la police des campagnes, le contrôle des routes, d'où l'importance des carrefours, la lutte contre la mendicité et le vagabondage, la surveillance des marchés et des foires, c'est une de leurs activités également principales, mais surtout, au fil des années, ces gendarmes vont avoir à lutter contre la désertion, contre l'insoumission, contre les réfractaires qui veulent échapper à l'armée. Ça devient pratiquement la moitié de leur mission à partir des années 1808-1810. Ils sont obligés dès lors d'être en porte-à-faux, d'être en conflit avec la société villageoise. En général, ils sont recrutés hors de cette société villageoise et certaines fois, on va même assister à des heurts, à des rébellions anti-gendarmiques, notamment à l'occasion de ces chasses à l'homme pour récupérer des réfractaires. À la différence du gendarme, le garde champêtre, dont la mission a été redéfinie sous la Révolution en 1795, le garde champêtre est issu du milieu local. Il est nommé par le conseil municipal et rémunéré par la commune. Il est chargé de veiller à la sécurité des biens, que ce soit des biens, des propriétés agricoles ou même des forêts, lorsqu'il n'y a pas de garde forestier, ce qui est le cas quand le domaine forestier est très étendu, de lutter par exemple contre le braconnage, d'éviter aussi des violations de propriété. Il lui arrive même d'être employé pour la lutte contre les réfractaires, mais dans ces cas, les gendarmes ne sont pas très satisfaits de la manière dont les choses se passent. Donc des gardes champêtres qui, là aussi, jouent leur rôle dans la sécurité villageoise, dans la sécurité au village,
des villages où naturellement se produisent des meurtres, se produisent des vols, notamment des vols de récolte, qui sont un cas très fréquent. Peuvent aussi se commettre des viols, rarement cependant signalés, si bien qu'il est assez difficile d'en établir l'importance. Se commettent aussi, et cela c'est moins rare, des infanticides, dans la mesure où se débarrasser d'un nouveau-né au moment de sa naissance, c'est d'une certaine façon un moyen de contrôle des naissances qui est très sévèrement puni par la loi, mais tous les cas d'infanticide ne passent pas en justice. On n'en peut connaître naturellement que ceux qui ont donné lieu à un procès. Donc une police des campagnes qui est présente et son renforcement, notamment, j'y reviens, dans la lutte contre le vagabondage, accompagne le renforcement policier du régime impérial. Et cette présence sera de plus en plus forte à partir de 1810, hein, lorsque on assiste à ce que l'on appelle généralement un tour de vis policier. Après les campagnes, nous verrons dans le chapitre suivant la société urbaine ou les sociétés urbaines. Donc je vous donne rendez-vous à très bientôt.